au Tchad amorce des discussions avec les groupes rebelles et les partis d'opposition. Au Soudan, manifestation à haut risque contre le coup d'État le samedi prochain. Et puis au Bénin, la France restitue 26 œuvres d'art pillées pendant l'occupation coloniale. On termine comme de coutume par le Togo. Que sait-on des conditions de travail dans la zone franche? Nos invités sont employés. Il s'agit de Horus Donkovi, activiste panafricain, et Adam Adjorno, journaliste, directeur de publication de Vision d'Afrique. Chers invités, bonjour. Merci de répondre à notre rendez-vous. Horus, bonjour. Vous allez Bonjour bien? Michel, bonjour à tous ceux qui nous suivent. C'est un plaisir d'être sur le plateau. Bonjour également, Adam. Oui, Vous allez Michel, bien? bonsoir, bonsoir à tous celles et à tous ceux qui nous suivent de par le monde. Merci beaucoup, Adam, pour la disponibilité. On va commencer par le Tchad et on parle de ce début de discussion entre le pouvoir en place en N'Djamena et les groupes rebelles, sans oublier les partis d'opposition. Finalement, Adam Adjornou, les transformateurs, tous les groupes des groupes rebelles et les partis d'opposition vont participer à cette discussion. Oui, je pense que c'est la bonne tangente qu'a pris pratiquement la junte, si vous permettez qu'on les appelle comme ça, même si cela n'agrée pas à certains. J'estime qu'aujourd'hui, Mahamat Déby donne des gages d'encouragement et il se montre assez disponible pour véritablement amener ce pays-là à sortir de l'ornière. Puisque de toute évidence, on restera tacite sur des questions qui constituent, de mon point de vue, des barrières qui ne permettront pas réellement de sortir véritablement de l'ornière, puisque ce pays-là, je pense que pour la plupart du temps, nous l'avions dit ici, c'est un pays qui a traversé des moments très difficiles et aucun de ces présidents-là qui se sont succédés n'a eu quand même ce courage-là de pouvoir véritablement poser des bases de garantie pour sortir ou quand même placer le pays dans l'aide démocratique comme cela se doit. Donc, après le décès Idriss Déby. d'Idriss Déby, je pense que son fils aujourd'hui veut faire les choses autrement. Et depuis qu'il est là, c'est vrai qu'il y a des tergiversations, il y a également des critiques qui s'abattent sur lui, compte tenu de la manière dont cette succession-là s'était produite. Puis on parle pratiquement de coup d'État, et ceux qui le disent, je pense qu'on n'aura pas des éléments d'appréciation pour leur dire non. Donc, en ce sens, lui également, pour véritablement démontrer disons au peuple tchadien, à la communauté internationale, que le Tchad également peut mieux faire les choses. Il essaie, à un moment donné, quelque part, si même il avait la volonté, il y avait de ces courants politiques-là qui n'en voulaient pas, mais à un moment donné, je pense qu'il est arrivé quand même à convaincre les uns et les autres. À cela également, n'oublions pas cette facilitation que également la sous-région, le CASC, etc., qui ont eu, puisqu'il a mené un combat assez diplomatique également, pour amener les gens à pouvoir donc s'investir dans pour permettre à ce qu'on puisse avoir des convergences de vues en ce qui concerne les opinions, liées au fait qu'on peut faire également avec les rebelles ou carrément avec les oppositions qui en un moment donné avaient aussi eu un certain nombre de critiques à son égard, compte tenu du fait qu'on a compris que le gars était assez disponible et voulait faire les choses dans le bon sens, qu'il y a dans le bon sens. Et je pense qu'aujourd'hui, ces groupes armés l'avaient posé comme préalable. Mais ces préalables-là, chacun a essayé véritablement de mettre de l'eau dans son vin pour faire en sorte, donner la chance réellement donc à ces pourparlers-là. Et ces pourparlers-là, de mon point de vue, ce sont des pourparlers qui permettront au Tchad de pouvoir sortir gagnant. Puisqu'il ne sert à rien de pouvoir rester dans le maquis. Pouvoir donner des opinions qui en réalité, on ne trouve pas une personnalité derrière. Donc le mieux serait quand même d'être à la table de discussion. D'abord aller, puisque les gens avaient réclamé l'amnistie jusqu'au jour d'aujourd'hui, je pense que si on a déjà commencé déjà par poser ces gars-là, ça voudrait dire quelque part d'une manière tacite, ils l'ont obtenu. De toutes les façons, les rebelles ne pourront pas quand même s'engager dans une discussion alors qu'ils savent qu'on ne les a pas donc donné cette amnistie qu'il a voulu. Donc je pense que si, entre-temps, les gens essaient donc de critiquer Mahamat Déby comme ces rebelles-là étaient donc ceux qui ont assassiné plus ou moins son papa, il était très tôt de pouvoir les amnistier. C'est comme si lui-même était un peu complice de la situation qui se produisait. Et je pense qu'il a pu quand même transcender ces divergences-là en appelant ces gens-là à la table de discussion. Et je pense que cela permettra quand même au Tchad de pouvoir sortir assez gagnant. Alors, Horus Donkovi, N'Djamena à un moment donné a donné l'impression de plus s'occuper des groupes rebelles pour les amener à la table de discussion et oublier les partis politiques. Aujourd'hui, c'est fait. Ces partis vont participer
à ce dialogue. On se demande si les transformateurs, parce qu'à un moment donné, c'est le parti de Suissem Masra qui, avec la société civile, dénonçait un peu la manière dont les choses étaient faites en N'Djamena. Oui, bon, mettons que d'une certaine manière, on essaie d'apaiser les deux parties. C'est-à-dire, il y a le côté sécuritaire qu'il faut apaiser parce il y a les rebelles, il y a les rebelles qui se font pressants. Et on ne peut pas poursuivre deux lièvres à la fois. On ne peut pas en même temps affronter les rebelles et en même temps calmer si vous voulez, un mécontentement, disons, affronter un mécontentement populaire. Donc il fallait calmer ce mécontentement populaire-là en invitant les opposants à la table et, comment dirais-je, apaiser, disons, gagner du temps avec les rebelles en les ramenant petit à petit à la négociation. Euh, Ceci étant dit, je reste toujours un peu dubitatif. J'attends de voir la suite. Parce que pour moi, il s'agit d'une junte, il s'agit d'un coup d'État. Et pour moi, il faut qu'on revienne à des institutions démocratiques dans lesquelles tout le monde se reconnaît. Donc pour moi, ce que je souhaiterais savoir, c'est si on va vers, si vous voulez, des élections. Des élections qui soient libres, qui soient transparentes et dans lesquelles tout le monde se reconnaît. Ceci étant dit aussi, je trouve que lors de ce type de négociation, et ça ce n'est pas simplement au Tchad, mais dans les autres pays africains, je pense qu'il faut y associer comment on appelle, les représentants des régions attaquées. Parce que très souvent, les mouvements qui sont qualifiés de rebelles sont souvent des mouvements qui appartiennent à des communautés, qui se nourrissent ce sont des mouvements qui se nourrissent de la pauvreté de certaines parties du territoire. Et l'expérience du Mali a montré que lorsque les responsables de ces communautés s'asseyent, discutent et essayent de s'appuyer sur des paradigmes locaux, on arrive à avoir des résultats intéressants. Donc pour moi, les hommes politiques tchadiens, cela peut être intéressant, mais le problème avec les hommes politiques tchadiens, c'est qu'il y en a certains qui sont des anciens chefs rebelles. Ah oui. Il y en a certains qui se sont compromis aussi avec le parti de Déby. Donc je pense que ça peut être intéressant d'avoir de la société civile, mais de la société civile qui va être celle des régions attaquées, disons, des origines des rebelles en fait. Parce que il y a il y a quand même un clivage ethnique au Tchad. Par exemple, on reprochait beaucoup à Déby le fait, par exemple, de mettre les gens de sa localité, les gens de son ethnie. Donc, vous allez voir les rebelles aussi, ils appartiennent à une localité, ils appartiennent à une ethnie bien définie. Il faut impliquer pas les chefs religieux, mais les chefs de ces communautés-là au sein des discussions. Adam, ce que Horis dit est important. Parce que voilà, on sait qu'à un moment donné, le Tchad était divisé. Et si on en profitait pour faire déjà un dialogue qui couvre presque tous les acteurs, Oui, pas seulement les acteurs politiques. ouais, vous savez, je pense que la démocratie en elle-même en Afrique, pris dans sa globalité, est à l'aune pratiquement des clivages ethniques, régionalistes. Parce que nulle part ailleurs vous ne verrez le contraire. Nulle part ailleurs. Même ceux qui ont fait des efforts pour arriver à donner, disons, une image de démocratisation, il y a des exemples quand même, mais de toutes les façons, lorsque vous creusez à fond, vous verrez toujours qu'il y a toujours cette pesanteur régionale qui revient toujours. Mais je pense que c'est ce qui d'ailleurs même fait que on dit que la démocratie a été mal appréhendée dans nos pays. Tout simplement parce qu'on n'a pas su féoder donc à ces appréhensions démocratiques nos civilisations, la civilisation en elle-même liée donc à l'africain. Voilà pourquoi au niveau même de certaines programmations aujourd'hui, on a tendance à pouvoir faire référence à l'identité, à la civilisation africaine, ce qui n'avait pas été fait par le passé. Donc je pense que
ce dialogue-là ne saurait être un dialogue assez réussi si tel que il y a c'est un dialogue qui va concerner pratiquement les oppositions, les groupes armés et le pouvoir en place, etc. Il n'y aura pas véritablement donc un succès. Et je suis quelque part d'accord avec ce que Orissa a dit, pour la simple et bonne raison que ces clivages-là, puisque les gens essaient, puisque on ne va plus retourner à l'ère des conférences nationales souveraines. Et je pense qu'aujourd'hui, il y a des gens qui ont gardé un certain nombre de désagréments liés, disons, à la pratique politique du pays. Et donc, pour arriver véritablement donc, à planir toutes ces divergences-là et amener les Tchadiens dans leur globalité à pouvoir accepter la manière dont le pays va être gouverné, les pesanteurs qui seront donc en place, il faudrait aussi prendre en compte donc ces pesanteurs-là et faire en sorte que tout le monde se retrouve ou carrément tout le monde apporte ses opinions pour véritablement tracer une nouvelle voie. Donc c'est en ce sens que je pense que dans un premier pas, on ne va quand même pas mélanger les choses, puisque lorsque nous prenons ces rebelles-là, ils ont quand même des opinions. Nous prenons aujourd'hui la classe politique en elle-même divisée, que ce soit donc de l'opposition radicale ou de la mouvance présidentielle. Il y en a qui portent véritablement donc des appréciations qu'ils voulaient donc faire partager. Et c'est ce qui d'ailleurs même fait qu'au niveau de toutes ces tendances-là, il est très difficile de pouvoir concilier les positions. Ouais. En tout cas, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il est très difficile de concilier les positions, même si on essaie un peu de l'expliquer par le fait que Idriss Déby lui-même était un peu une barrière à cela, parce qu'il n'a jamais donné la chance aux discussions. Et il y avait des gens que lui n'avait jamais accepté, quel que soit ce qu'il veut. Il était quand même dans une posture de pouvoir donc les combattre, que de pouvoir aller donc à des conciliations avec eux. Et donc je pense qu'aujourd'hui, avec ce pouvoir-là qui essaie de voir les choses autrement, il va de soi que dans un premier temps, qu'on ne puisse quand même pas mélanger les choses. Puisque les opinions, lorsque nous prenons, et disons ces chefs régionaux, qui ont véritablement aussi des appréciations liées à leur vécu par le passé, parce que lorsqu'on prend par exemple des ethnies Zagawa, etc., liées donc à l'ancien président, il va de soi quand même qu'au niveau des planifications politiques qui n'ont pas véritablement donc bénéficié à ces populations-là, ils ont quand même des opinions à faire partager. Mais ces opinions-là n'ont rien à voir avec la situation politique où nous voyons par exemple les groupes rebelles aujourd'hui qui ont des opinions assez différentes. Qui avancent pratiquement. Ou lorsque vous les prenez un peu, il y a des similitudes avec la classe politique et extrémiste que nous connaissons aujourd'hui. Donc on ne va pas tout mélanger. Dans un premier temps, il faudrait quand même que ces acteurs-là puissent trancher la question politique. Et après tout, on apportera la question qui est de plus en plus sociale, liée donc à ces chefs régionaux-là, comme vient de le dire. Parce que nous avons les questions des terres qui sont là aujourd'hui, parce que lorsque nous prenons cette question-là, c'est pratiquement toute l'Afrique qui est concernée. Mais lorsque nous prenons au niveau du Tchad, où nous avons des généraux qui sont donc accaparés de ces questions financières-là, il n'y a pas une justice qui donc soit mise en place pour trancher véritablement cette question et dire le droit. Il va de soi quand même que les gens, on parle également des enlèvements ou des gens arbitraires, où les gens n'ont pas d'alternative à pouvoir donc se faire justice, etc. Donc ce sont des questions existentielles, mais au même moment, je pense qu'il faudrait quand même qu'on puisse donc les dissocier pour ne pas faire une sorte de figuration montrée aux yeux. Voilà, nous avons fait donc une table ronde, mais ce qui sort donc de cette table ne permettront pas véritablement donc de résoudre la question à quoi bon donc d'aller à cette table de discussion. Donc pour moi, c'est essentiel qu'on puisse donc les associer, mais dissocions les questions, puisque les questions ne sont pas appréhendées de la même manière, et de là, cela permettait quand même de sortir des rudiments assez probants et assez salutaires pour la suite des événements. On marque la pause, on revient ensuite avec nos invités.